Anne-Laure Kerr, pouvez-vous vous présenter? Alors me présenter, eh bien, je m'appelle Anne-Laure Kerr, voilà. Ça fait maintenant depuis une quinzaine d'années que j'écris des romans policiers. Dits policiers, mais c'est pas vraiment des romans policiers parce qu'il n'y a pas de policiers dans les romans. Ce sont des romans noirs, hein. La littérature noire, mais comme il n'y a pas de table pour les mettre dans les librairies, on les appelle des romans policiers, à défaut. En même temps, parce qu'il faut manger, car les écrivains ont des métiers, je suis avocat au barreau de Paris. Le cabinet dans lequel je travaille ne fait que du contentieux pénal. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. J'ai réalisé un film de long métrage qui était l'adaptation de mon roman. Et là, je viens d'écrire un scénario pour un film qui s'appelle La Daronne, qui est nominé au César. On va voir si on va avoir quelque chose. Et puis voilà, je crois vraiment avoir tout dit. Et donc, Richesse oblige est mon dernier roman. C'est la première fois que on peut, pour dire vulgairement, fait du roman historique. J'en suis très contente parce que c'est un champ d'investigation infini, l'histoire. J'étais nulle en histoire à l'école, hein, ça ne m'intéressait pas du tout. Et là, tout d'un coup, j'ai découvert l'histoire, je trouve ça absolument génial. Et à ce point-là génial que je me suis lancée dans un polar paléolithique. Donc c'est pour vous dire comme ça m'a plu. Pourquoi vous êtes intéressé à cette période de l'histoire, 1870-1871? J'ai travaillé sur cette période 1870-1871 parce que j'avais lu un jour dans un roman dont je parle, dans mon roman, il y a un petit extrait de Sébastien Roch d'Octave Mirbeau, où il parle, c'est un jeune homme qui assiste au marchandage entre son père et un maquignon pour acheter un homme. Et j'ai dit, mais acheter un homme, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai commencé à chercher, et en fait, je me suis aperçue que pendant un siècle, absolument tous les jeunes garçons de 20 ans tirés au sort pour partir à l'armée, qui durait 9 ans, et les bourgeois ou les fils de propriétaires terriens avaient le droit d'acheter des hommes pour les remplacer pendant 9 ans et faire leur service à leur place. Et l'achat d'hommes a donné lieu à un commerce absolument énorme en France. À la fois, il y a eu des compagnies d'assurance qui assuraient les jeunes. Au moment où ils naissaient, on mettait de l'argent chaque année jusqu'au 20e anniversaire. Et s'il tirait un mauvais numéro, il avait de la somme pour pouvoir acheter un homme. Et puis, il y a eu tout un métier de maquignon qui cherchait des hommes partout en France pour les vendre aux bourgeois. Et cette notion d'achat d'êtres humains et surtout le fait que la France est complètement oubliée, que ça concerne absolument toutes les familles françaises, soit des gens se sont vendus, soit des gens ont acheté, soit des gens ont eu de la chance et n'ont pas tiré des numéros qui les obligeaient à partir au front. Mais un jour, j'ai exposé mon roman devant du public, à l'époque où ça existait encore, et des gens ont levé le doigt en disant « Ouais, moi, mon arrière-grand-père, il a été vendu. Ouais, mon arrière-grand-père, il a acheté un homme. » Ça concerne tout le monde, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est que tout le monde a oublié cette institution qui a vraiment duré 100 ans. Et ça m'a tellement interpellée que j'ai commencé à chercher de la documentation là-dessus. J'ai trouvé plein de lettres très drôles de pères qui cherchaient des hommes à acheter à leurs fils d'urgence parce qu'il y avait l'arrivée de la guerre de 70. Et le cours des hommes s'est mis à monter en flèche, en fait. Et que le cours du pauvre se met à monter, c'est quelque chose de tellement inédit que je trouvais ça donne lieu à du mauvais esprit, ce qui est le trait de mon écriture en général, enfin c'est ce que les gens disent. Et pourquoi est-ce que j'ai traité ce sujet en parallèle avec le XXIe siècle? C'est que en lisant Le Capital de Thomas Piketty, Le Capital du XXIe siècle, il exprime dans un graphique absolument éblouissant que la part du capital dans les revenus d'un individu au XXIe siècle, par rapport à ce qu'il gagne, la part du capital par rapport à ses revenus, est exactement la même qu'en 1870. C'est-à-dire qu'un jeune qui n'a pas d'argent aujourd'hui au départ
ne peut pas acheter d'appartement, ne peut pas, en fait, avoir les 2 pieds sur le sol de manière à pouvoir prospérer. Tout l'argent qu'il gagne sera utilisé pour la nourriture, les flux, ce qu'on appelle les flux, c'est-à-dire l'électricité, le téléphone portable, etc., et le loyer. Et en fait, il n'aura plus rien. Et il ne pourra jamais passer à une condition supérieure. Et ça, on n'a pas connu ça depuis la guerre de 70. Comment avez-vous travaillé sur votre documentation ? La documentation pour écrire ce genre de roman, d'abord on part d'Internet. En fait, Internet a beaucoup de références. Quand on cherche un document, tout d'un coup, il vous dit ce document, il est à la BNF avec la cote. Donc voilà comment j'ai cherché. Il y a des documents qui m'ont donné du mal, à savoir les lettres des parents pour chercher des hommes. Et je les ai trouvés à l'école militaire. Sinon, j'ai beaucoup été à la BNF parce que le journal qui s'appelle Le Remplacement militaire, par exemple, il n'y a qu'un seul exemplaire en France, il est là-bas. Et encore, on n'a pas tout, parce qu'il y a une partie qui est moisie. Et on me l'a amené sur un lutrin avec des gants en peau de chamois, et j'avais même pas le droit de tourner les pages. Mais c'est juste le volume qui est juste avant la déclaration de guerre, en fait, il n'est même pas numérisé. Mais voilà, je me suis servi aussi de ceci, donc, que je vous montre, qui est Les écrivains contre la Commune. Il y a quelqu'un qui a fait son travail à ma place, c'est-à-dire qu'il a relevé dans tous les écrits des écrivains connus ou pas connus ce qu'ils pensaient des communards. Et ça m'a beaucoup aidé à écrire. Et puis voilà, il y a aussi, qui m'a été d'un grand secours, les amis de l'association des Amis de la Commune, qui eux ont un très gros fonds. Font les gens qui leur amènent des livres une fois qu'ils ont fini d'écrire, ou des héritages, ou des gens qui leur lèguent des bouquins, mais ils en ont énormément. Donc, et puis surtout, ils les connaissent. C'est-à-dire que j'y suis allée en expliquant exactement ce que je voulais faire, le profil de mon personnage, à savoir un fils de bourgeois perdu dans l'aventure communaliste, et ils m'ont trouvé exactement les bonnes références. Je pense par exemple à Victorine Bochet, Victorine B. C'est un écrivain qui est complètement inconnu. Et une femme qui a écrit sur la Commune avec beaucoup plus de talent littéraire que Louise Michel, qui écrit très mal. Et en revanche, Victorine Bochet était... Parce que le problème à cette époque-là, c'est que peu de gens savent lire. Et peu de gens savent écrire. Et les gens qui savent écrire sont des bourgeois, qui ont reçu de l'instruction. Donc ils ont une vision des événements, qui est une vision des événements de la bourgeoisie, surtout pendant le siège de Paris, où ils ont été enfermés et qu'ils ont constaté... ils rapportent ce qu'ils voient. Et en fait, ils les rapportent avec des yeux de bourgeois qui se trouvent pris au piège par le peuple. Donc c'est vraiment complètement tronqué comme vision. Et des gens du peuple qui écrivent sur leur expérience, il y en a très peu, parce qu'ils ne savent pas écrire. On parle de Louise Michel parce qu'elle était institutrice, Victorine Bochet était infirmière, elle aussi savait écrire. Et cette femme elle a été complètement oubliée. Et ce qui est drôle, c'est qu'après avoir lu mon livre, dans Marie-Claire, il y a 3 pages sur Victorine Bochet qui est revenue de l'oubli total. En quoi votre métier d'avocate, de juriste, a pu influer sur votre écriture ? Oui, évidemment, ma lecture de la loi Gouvion-Saint-Cyr, qui est la loi sur le remplacement, c'est vrai que quand on est juriste, on lit les textes d'une manière dynamique, disons. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va changer dans la société ? Voilà. Et sinon, mon expérience de juriste s'arrête là. Je veux dire, je suis avocat, mais je ne vois pas en quoi défendre des trafiquants de stupes ait un rapport avec les libertés publiques. Évidemment que je les connais, et c'est l'héritage aussi de cette époque-là. Mais je sais ce que je dois à cette époque-là. Mais le quotidien de mon travail n'a strictement rien à voir avec ça, puisque il n'y a pas plus ultralibéral qu'un trafiquant de stupes. Donc, Est-ce qu'on ne peut pas dire que la noirceur de votre écriture est influencée par le fait que vous êtes amené à défendre des trafiquants de drogue, par exemple ? Oui, si vous le dites, est-ce que
mon esprit ironique est nourri par mon métier, je me fais peu d'illusions sur la nature humaine, mais je pourrais travailler dans l'écologie, ça reviendrait exactement au même, hein. Vous savez, on n'a pas besoin d'être avocat pour être désespéré sur la nature humaine, hein. Je travaillerais dans une forêt à avoir des décharges sauvages, je serais encore plus effondrée sur la nature humaine que de défendre les gens au pénal. Non, peut-être, je ne sais pas. Il n'y a que les lecteurs qui peuvent le dire, ça. Quelles sont vos références, vos lectures, les auteurs qui ont pu vous inspirer? Dans Richesse oblige, il y a deux écritures totalement différentes, suivant qu'il s'agisse du 19e siècle ou du 21e. Celle du 19e, c'est des années et des années de lecture des écrivains du 19e. Quand j'avais 15 ans, à l'école, pendant les cours, je lisais les Rougon-Macquart sous ma table. Je veux dire, c'est pas parce que je m'emmerdais à mort. Et voilà, j'ai appris à écrire avec cette langue. Maintenant, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire quelque chose avec cette langue. J'ai pris mon pied d'écrire. C'est très compliqué, vous savez, d'écrire selon le 19e siècle, parce que plein de mots n'ont pas la même signification aujourd'hui. Par exemple, on ne dit pas la pauvreté au 19e siècle, on dit la misère. Le mot peuple a vraiment une signification qu'elle a complètement perdue aujourd'hui. Et c'est plein de choses comme ça. Quand j'ai commencé à écrire le premier mot, c'est Auguste se réveille à la sonnerie de son réveil matin et parce que ce matin, il va tirer au sort. Bon, premier mot. Je dis, mais les réveils matins, ça existe depuis quand ? Et je commence à regarder, et en fait, un réveil matin, ça n'existe pas. En 1870, le dépôt du brevet du réveil, c'est 1868. Donc après, vous commencez à regarder sur Internet, mais comment les gens ils se réveillaient le matin avant 1868 ? Et puis tout d'un coup, vous tombez sur plein de gens qui ont écrit sur le temps et la gestion du temps, jadis. Et puis vous vous perdez pendant des journées entières dans des thèmes absolument géniaux, qui sont tout simplement comment on se réveillait jadis et comment on considérait le temps et quelle est la signification du temps suivant sa classe sociale. C'est-à-dire un bourgeois, il peut se lever à l'heure qu'il veut alors qu'un ouvrier il va travailler. Vous voyez, c'est bon. Et pour ce qui est du 21e siècle, la langue, la langue moderne, puisque mon héroïne, elle a 30 ans, moi je suis naturellement un langage extrêmement empoulé, d'abord parce que je suis avocat, comme tous les avocats, je parle de manière empoulée et ça devient chronique, c'est-à-dire que même à la maison, on se parle de manière empoulée, entre nous, mais mes enfants ne sont pas empoulés du tout et ils ont une langue qui n'est pas la même que la mienne. Alors maintenant ils grandissent, mais et puis eux aussi m'ont appris à parler, donc voilà. Pouvez-vous nous parler de cette deuxième histoire qu'on trouve dans votre livre, celle du XXe siècle, autour de ce cargo poubelle? Comment j'ai découvert l'histoire du Probo Koala, c'est extrêmement simple. Mon cabinet est avocat pro bono de l'association Robin des Bois, qui chaque mois sort un journal de traçage des bateaux mis en mer. Par exemple, vous affrétez un cargo pour faire ceci ou cela, et vous vous rendez compte en grattant la coque que c'est un palimpseste de 1000 cargos avec des noms différents, et en fait c'est des vieux vraquiers qui datent d'il y a 30-40 ans, qui ne sont plus du tout aux normes, qui transportent sur mer des produits chimiques. Et le problème avec la mer, c'est que c'est une zone internationale et que personne n'en a rien à foutre, et parce qu'il n'y a pas une impunité complète. Donc il est souvent, pour faire des choses malhonnêtes, on va prendre des bateaux en ruine au Bangladesh et pour faire un sale coup, et puis en zone internationale, et puis on les remet à la destruction, quoi. Et notamment cette histoire du Probo Koala, en fait c'est un pétrolier qui a fait du raffinage en mer, en haute mer, en zone internationale, avec 2 bateaux en amenant du pétrole pour faire du raffinage sauvage, et qui a terminé par... je ne sais pas combien de milliers de gamins brûlés dans des décharges en Côte d'Ivoire parce que ils ont utilisé un transporteur local pour se débarrasser du résidu du raffinage.
et que ils ont déchargé leur responsabilité sur un lampiste en Côte d'Ivoire, et celui-là, il a déchargé les résidus de raffinage dans toutes les banlieues, d'Abidjan, dans les terrains vagues, et ça a fait une catastrophe écologique monstrueuse avec beaucoup, beaucoup de morts. Mais personne n'a été puni. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'un des documents que vous avez devant vous ? Je vais, dans tout ce que vous avez sorti de votre merveilleux fond, moi celui qui m'interpelle le plus, c'est le Père Duchesne, que je trouve extrêmement rigolo. J'en parle pas dans mon livre, mais c'est juste pour les jeunes qui nous regarderont. À chaque fois qu'il y a eu une révolution en France, on a sorti un journal qui s'appelait Le Père Duchesne. Bien sûr, ça date de 1789, mais il y a eu des Pères Duchesne en 1848 et il y en a eu en 1871 pendant la Commune de Paris. Et cette habitude de sortir des Pères Duchesne a disparu. Il faudrait que les jeunes, la prochaine révolution qui aura fatalement lieu, puisque plus personne n'a de quoi bouffer, qu'on se remette à faire du Père Duchesne. Ça me paraît le premier pas d'une bonne révolution qui fonctionne. Parce que Nuit debout, il n'y avait pas de Père Duchesne, c'est bien dommage. D'ailleurs, ça n'a abouti à rien. Donc, voilà. Alors, il y en a eu plein, en 1871, il y a eu le Père Duchesne, la Mère Duchesne, le fils du Père Duchesne, le retour du Père Duchesne. Là, vous m'avez sorti le retour du Père Duchesne, justement, la grande colère du Père Duchesne. Voilà, pensez Père Duchesne quand vous vous révoltez.